Alors, il y en a quelques-uns qui se sont inscrits puis qui n'ont pas voulu sortir à cause de la pluie. Je pense qu'ils nous regardent en ligne. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Josée Duplessis, je suis la directrice générale de la Maison du développement durable. Bienvenue chez nous. En collaboration avec le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, la Maison du développement durable et Ouranos, on vous présente ce panel ce midi, super important. La plupart du temps, quand vous êtes ici, vous avez déjà une longueur d'avance, vous êtes déjà un petit peu plus convaincu que la moyenne des ours. Alors, on sent l'urgence d'agir face au changement climatique. On se demande tout un chacun comment faire pour passer de l'intention à l'acte. Chacun dans nos vies ou convaincre nos proches à la maison, dans la famille ou au travail. Alors, on a des invités très qualifiés là, qui vont sous la gouverne de Sébastien qui vont nous parler de ça. Alors, je tiens à remercier, c'est important, la Maison de développement durable fonctionne parce qu'on a des partenaires qui nous soutiennent financièrement. Donc, Hydro-Québec, qui est notre partenaire principal pour la programmation, le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse d'économie solidaire. Pour cet événement-ci, Ouranos et le regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec fait à noter toutes les émissions de gaz à effet de serre qui est liées au transport des personnes qui sont ici seront compensées par Planétaire. Et nous sommes fiers partenaires aussi de la Ville de Montréal et de Montréal Durable 2016-2020. Alors, Sébastien, je vous laisse l'animation. Merci. Alors, il ne faut pas bouger quand on parle dans le micro, sinon ça change. Donc, ouais, merci à la Maison du développement durable pour nous avoir si gentiment invités. Puis merci aussi au RN CREC et Ouranos qui ont permis d'organiser cet événement. Donc, on va parler un petit peu des changements climatiques, des perceptions, des représentations qui lient à l'action. Donc, c'est sûr que le dernier rapport du GIEC a souligné l'importance de respecter nos cibles de 2 degrés, sinon 1,5 degré pour éviter des changements climatiques abrupts et rapides et qui sont finalement qui deviennent de plus en plus proches et plus proches que ce qu'on pouvait penser il y a un certain temps. Alors, c'est sûr que par rapport à ce qu'on... Et évidemment, il y a la question des impacts qu'on observe au Québec et partout dans le monde et au Canada de plus en plus fréquemment, des inondations, des tempêtes, etc. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus réduire les changements climatiques à la variabilité climatique. Mais évidemment, malgré tous ces appels lancés par les scientifiques, les observations que font les gens dans les régions, on observe encore relativement peu d'empressement à l'action, du moins plus de l'action par écrit que par véritable action. Donc on a 3 panélistes aujourd'hui qui vont un peu nous expliquer pourquoi c'est si difficile de passer de la science, de l'observation à l'action par rapport autant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur lesquelles on s'est engagé depuis bien longtemps, depuis le protocole de Kyoto il y a de nombreuses années de ça, et aussi en termes d'adaptation, donc comment est-ce que nos communautés ici peuvent être plus résilientes face aux impacts des changements climatiques, et j'espère qu'ils vont nous donner les solutions de comment on va pouvoir accélérer tout ce processus. Mais c'est sûr que les changements climatiques, c'est toujours... il y a des questions de perception quand même de compréhension assez complexes, parce que c'est lié à beaucoup de choses. Les événements hydrométéorologiques extrêmes, est-ce que c'est dû au changement climatique ou non? On peut toujours se poser beaucoup de questions. Donc voilà, peut-être que c'est un peu avec les changements climatiques, comme Mark Twain disait, de la météo. Tout le monde parle de la météo, mais personne n'y fait rien. Donc peut-être que c'est ça le problème des changements climatiques. Alors, pour introduire les 3 panélistes, Nathalie de Marcellis, je ne sais pas si tu veux commencer ou si vous voulez changer votre ordre. Oui, parfait. Donc, qui est présidente, directrice générale du CIRANO, il faut que je le dise, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations. Je m'en souviens jamais par cœur. Et qui est professeur aussi à l'école polytechnique, c'est ça? Excellent. Et qui est une chercheuse invitée au Harvard Center for Risk Analysis. Donc, on voit déjà qu'on est dans les universités prestigieuses ici. Hein. Et donc, je n'ai pas le titre de la présentation qui doit être juste derrière moi. Voilà. Pour passer à l'action, il faut changer les perceptions. Je sais pas, est-ce que tu veux commencer? Je vais laisser la place. Alors
Alors, bon midi à tous. Donc, en effet, pour passer à l'action, il faut changer les perceptions. Donc, moi, je vais commencer, en fait, en vous donnant quelques informations, justement, sur quelles sont les perceptions actuelles des Québécois concernant les risques reliés au changement climatique. On publie chaque année au Cyrano un baromètre où on interroge la population du Québec sur leurs préoccupations. 7 enjeux de société et les enjeux reliés au changement climatique en font partie. Donc, quand on parle de perception et qu'on regarde, évidemment, quand on fait notre enquête annuelle, on va aller regarder à chaque fois qu'est-ce qui se publie dans les médias, qu'est-ce qui a fait les gros titres dans les mois qui ont précédé notre étude, parce qu'on sait qu'il va y avoir certainement un impact aussi, en fait, sur la perception de la population, quand il y a des titres qui sont finalement mis en avant, comme les Québécois devront s'habituer aux inondations, les jours de chaleur accablante vont se multiplier au Québec. Donc, il y a toute une série de gros titres dans les journaux qui vont faire qu'évidemment, on imagine que ça peut avoir un impact, en fait, sur les réponses. Donc, le baromètre Cyrano, c'est un outil, en fait, d'analyse des perceptions et des préoccupations des Québécois pour un grand nombre d'enjeux de société. On fait ça depuis 2011, donc on est capable d'avoir, évidemment, des données dans le temps et on interroge à chaque fois un échantillon représentatif de la population. Donc, les résultats sont basés sur 2 enquêtes, celle qui a été faite en 2015, qui était spécifique changement climatique et environnement, et celle qu'on vient de faire en avril 2018, qui était sur l'ensemble de nos répondants. Alors, la première question qui est importante, en fait, c'est en 2015, quand on avait commencé l'étude des changements climatiques, on se posait la question, est-ce qu'au Québec, il y a encore des gens qui considèrent que les changements climatiques ne sont pas prouvés scientifiquement ou qu'ils ne se sont pas reliés à l'activité humaine? Et donc, en fait, dans le baromètre 2015, on avait trouvé qu'il y avait 22% de Québécois qu'on considérait, en fait, comme climato-sceptiques, soit qui considéraient que ça n'existait pas, soit qui considéraient encore qu'il n'y avait pas de lien avec l'activité humaine. Et certains, évidemment, il y a quand même 71% dans le dernier baromètre qui considéraient qu'il y avait une réalité qui était reliée à ça. L'autre élément important aussi, c'était de regarder, quand on parlait des changements climatiques, est-ce qu'on pense d'où viennent finalement les émissions de gaz à effet de serre. Et là, la plupart dans notre dernier baromètre, là, il y a plus de 60% qui considèrent que c'est l'industrie qui est la source principale des gaz à effet de serre, alors que ce qu'on sait évidemment, c'est que c'est le secteur notamment du transport qui va être le principal émetteur. Mais dans la tête des Québécois, en fait, pour les précipiter, ça vient des industriels et du monde de l'industrie. On a aussi relié évidemment les changements climatiques aux événements météorologiques extrêmes et évidemment on a eu des épisodes à la fois d'inondations et de canicules au Québec récemment. Et donc en fait, dans l'ensemble des risques qui préoccupent les Québécois, on se rend compte que finalement, vous voyez, 29%, donc on leur a demandé c'est quoi les 2 préoccupations majeures que vous avez. En premier, c'est le système de santé. Ça reste en fait quand même la préoccupation première des Québécois, mais en deuxième, et puis depuis les 3 dernières années, les risques environnementaux restent en fait dans le top 3 des préoccupations. Les risques naturels, en fait, qui sont séparés par rapport aux risques environnementaux et changements climatiques, eux, en fait, c'est 15%, puis on voit que c'est en augmentation. Donc, quelque chose qui préoccupe la population. Quand on les met, alors c'est pas pour lire, c'est juste que vous voyez un petit peu l'échelle par rapport aux 47 enjeux. Donc, comme je vous ai dit, tout en haut, on a tout ce qui est relié au système de santé. Les premiers éléments qui ressortent comme préoccupant la population, c'est les changements climatiques. Et vous voyez que inondations et canicules sont un petit peu plus bas dans les préoccupations principales des Québécois. L'autre question qui est intéressante, c'est on leur pose la question de leur niveau de perception par rapport à la gestion par le gouvernement, la confiance qu'ils ont dans le gouvernement pour gérer ces enjeux. Et donc, en fait, là, ce que vous voyez en foncé, c'est la part des réponses qui disent « je ne fais pas du tout confiance ou très peu confiance au gouvernement dans la gestion de ces enjeux ». Donc, plus la barre est importante, donc plus on est en haut, plus il y a un manque de confiance ou une confiance faible. Et on voit évidemment qu'on vient de voir un niveau de perception élevé, mais un niveau de confiance qui est faible. Moins pour la canicule et l'inondation qui sont plus bas, mais quand même au niveau des enjeux. Et on voit que ça a tendance à augmenter. Donc le niveau de confiance diminue en fait depuis qu'on a eu des épisodes. En fait, ça ne va pas dans le bon sens parce que c'est pour les changements climatiques, c'est 49% qui considèrent qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement pour la gestion de ces changements-là. Et on voit que pour les inondations et la canicule, bien évidemment, ce niveau de confiance diminue avec le temps. Et quand on les met sur en fait une matrice, si vous regardez, c'est assez simple à comprendre. En fait, c'est le niveau de confiance versus le niveau de risque perçu. Et en fait, si on est dans le vert en bas, on a grande confiance, risque perçu faible. Dans les premiers baromètres qu'on avait fait, vous voyez, on avait tremblement de terre, inondation, canicule, qui étaient les 3 risques naturels qu'on utilisait. Et dans le dernier baromètre, il y a eu un mouvement en fait. Et le mouvement fait que, par exemple, surtout pour les inondations, le niveau de risque perçu
a augmenté et le niveau de confiance envers le gouvernement a diminué. Donc, en fait, on a une évolution des perceptions de la population dans ce contexte-là. Puis, vous voyez, quand on le voit clairement, en fait, l'évolution, même pour les canicules aussi, il y a le même élément. Donc, pour les inondations en particulier, en fait, puisqu'on a eu des épisodes assez récents, on a posé des questions complémentaires. Et ce qu'on voit, évidemment, donc quand vous voyez le niveau de risque perçu, il y a 37% de la population qui dit très grand, 44% moyen. Donc, même si on a eu des épisodes importants, vous voyez qu'il y a quand même une bonne partie, c'est-à-dire moyen, voire faible et négligeable. Donc, en fait, on a une partie, et il y a 3% qui considèrent ne connaître pas le niveau de risque relié aux inondations. Il y a des différences selon les personnes, parce qu'évidemment, dans notre questionnaire, on a 1030 répondants. On va regarder, en fait, s'il y a des différences selon le sexe, selon la langue, selon la région d'habitation. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes perçoivent un niveau de risque plus élevé. Les personnes plus jeunes, les personnes plus jeunes, c'est plus faible, en fait. Les francophones, c'est plus élevé aussi. Ceux qui détiennent un diplôme secondaire, plus élevé. Et parmi les climato-sceptiques, donc ceux qui avaient répondu, ils sont moins nombreux à considérer un risque important relié aux inondations. Donc on voit qu'il y a des différences qui peuvent être intéressantes lorsqu'on va passer à l'action ou lorsqu'on va vouloir informer la population. Un autre élément aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une perception de la fréquence. On considère que depuis 10 ans, il y a 67% qui ont dit qu'il y a plus d'inondations au Québec. Et on considère que le risque d'inondation va augmenter encore pour les 10 prochaines années. Donc, en fait, ça, c'est vraiment une perception. Donc, on se rend compte que le risque est là, qu'il est en train d'augmenter, qu'on a moins confiance et qu'on considère qu'il y a une augmentation dans la fréquence. Les climato-sceptiques, eux, ceux qui ont répondu, qui pensaient que ça n'était pas relié au changement climatique et tout ça, sont moins nombreux à considérer que la fréquence des inondations a augmenté et va augmenter dans les prochaines années. Donc, c'est des gens qui ne sont pas convaincus, mais en plus, la fréquence pour eux n'a pas augmenté non plus. Donc, ça, c'est un élément important parce que ce pourcentage-là, va falloir les convaincre que finalement, et pourtant il y a des données qui sont là, et quand on le voit, je veux dire, si on prend l'exemple des inondations récentes, on s'est posé la question aussi, tu sais, dans la perception, il y a aussi le fait qu'il y ait un événement qui a été subi, soit personnellement, soit au niveau collectif, soit au niveau d'une région. Donc là, on a quelques éléments importants qu'on revoit, notamment 2011-2017, et quand on voit l'évolution dans le temps, regardez ce qui va se passer. En 2011, on avait un risque, 35% de la population avait dit qu'il y a un risque élevé d'inondation. Puis après, quand il n'y a plus d'inondations, regardez, c'est plus que 18%, 12%. Puis en 2017, il y a eu des inondations majeures, c'est remonté en 37%. Ça prend des événements pour que la perception des gens augmente. Mais on l'oublie en plus, parce que je veux dire, entre 2011, on aurait pu continuer à penser quand même qu'il y avait un risque élevé. Puis finalement, c'est descendu à 18%, 12% pour remonter actuellement. Donc on se rend compte que finalement, la perception évolue dans le temps aussi en fonction finalement des événements qui surviennent. Et l'autre élément qui me paraît important et puis qui va pouvoir introduire mes camarades en fait, mais c'est le niveau d'information. On leur a posé la question, est-ce que vous pensez que vous êtes assez informés du risque réel d'inondation de votre résidence, des mesures que vous devriez prendre pour prévenir le risque d'inondation, des gestes et des comportements à adopter en cas d'inondation et des conditions d'indemnisation. Si vous regardez, pas du tout informés ou peu informés, c'est surtout les conditions d'indemnisation suite à un événement. Donc ça, c'est la première chose. Les Québécois ne savent pas s'ils sont assurés, s'ils peuvent être indemnisés en cas de... C'est ça qu'ils nous ont répondu. Mais comme vous voyez, c'est quand même pas du tout informé. C'est quand même ce qui est le plus élevé pour l'ensemble des éléments. Notamment, le deuxième, c'est les gestes et les comportements à adopter en cas d'événement majeur et les mesures à prendre pour prévenir les risques d'inondation. Donc, avec ces chiffres-là, ce qu'on peut considérer finalement, c'est que les Québécois ont besoin d'une meilleure information. Là, c'est dans le contexte du risque d'inondation, parce que c'était les questions qu'on posait, pour pouvoir participer de manière responsable à la gestion des risques et faire des choix éclairés pour se protéger et s'adapter. Merci. Merci pour cette excellente présentation. Puis souvent, on est étonné parfois des perceptions que les gens dévoilent, hein, puis qu'on aurait attendu quelque chose d'autre. Le rôle des climato-sceptiques est toujours intéressant à étudier. On pense qu'il n'y en a plus au Québec, mais en fait, il y en a quand même pas mal. Alors, j'aimerais, Sylvain, en prochaine, donc, inviter Pierre Valois, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Laval et qui dirige aussi l'Observatoire québécois sur les changements climatiques. Et donc, ça fait plusieurs années que Pierre Valois travaille sur des projets en adaptation au changement climatique. Donc, je pense que vous allez nous faire un petit résumé de tous ces projets, c'est ça? En 10 minutes. Merci.
Bonjour. C'est bon. En fait, nous, à l'Observatoire, notre mission, c'est de vraiment étudier les comportements des municipalités et des citoyens et citoyennes, mais pour permettre d'atténuer les effets du changement climatique sur la santé. Étant donné qu'on est financé par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, c'est très important de s'assurer que les gens vont s'adapter pour, comme je disais, atténuer les effets sur la santé. On a plusieurs études qui sont menées. Jusqu'à maintenant, on a fait des études sur les perceptions des gens face aux inondations, face aux îlots de chaleur, parce qu'on est capable d'identifier exactement entre quelle rue et quelle rue il y a des îlots de chaleur. Là, maintenant, on vient de terminer les études sur la maladie de Lyme, parce que les changements climatiques ont fait en sorte que les tiques ont migré au nord. C'est une grosse problématique. Et même chose avec allergie au pollen. Donc, ça, c'est des études qu'on a fait. Aujourd'hui, on m'a demandé de présenter. On fait quelques études auprès des citoyens, on en fait aussi auprès des municipalités. On a demandé de présenter plus les études qu'on a faites auprès des municipalités. Mais en gros, rapidement, parce que c'est 10 minutes, on a trois thèmes de recherche. Le premier, c'est d'identifier si les gens ou les municipalités vont s'adapter dans le temps. Est-ce qu'il y a un changement ou non? C'est de la surveillance. Est-ce que on améliore nos comportements de santé, d'adaptation ou pas? Par la suite, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi certaines municipalités s'adaptent et pourquoi d'autres ne s'adaptent pas. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ça? Et enfin, le troisième, c'est d'essayer d'intervenir, de changer les pratiques des municipalités ou des citoyens. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Anne-Sophie, tout à l'heure, va vous en parler. Passer de l'intention à l'action, c'est vraiment pas facile. Quand je vous dis que tout le monde a l'intention d'arrêter de fumer, mais personne n'arrête de fumer, c'est un exemple concret. Mais c'est la même chose avec l'adaptation. Tout le monde ou toutes les municipalités voudraient s'adapter, elles ont l'intention, mais passer à l'acte, ça, c'est autre chose. Ça, c'est beaucoup plus difficile. Des fois, je donne l'exemple, je pense à mon père qui est assis au bout de la table, on aurait voulu qu'il change de place pour manger, mais il y avait une habitude. Changer une habitude, c'est comme cristalliser dans le cerveau et c'est très, très difficile de changer ses croyances, changer ses perceptions. Et donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, la première étape, c'est qu'on essaie de développer des indices d'adaptation. Ça en est des exemples. C'est écrit tout petit, là, mais c'est juste à titre d'exemple également. En ce qui concerne les individus face à la chaleur. Donc, vous avez consommé de l'eau plate, se tenir sous le parasol, fermer les volets dans la cuisine. Ça, ce sont tous des indicateurs d'adaptation. Mais on le fait également avec les municipalités. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Mais on s'aperçoit que ces comportements-là ne sont pas réalisés par la majorité, tous les comportements ne sont pas réalisés par beaucoup de monde. On en a fait aussi des indicateurs face aux inondations. Ça veut dire quoi? Porter des bottes de caoutchouc pour marcher dans l'eau d'inondation. Pendant une inondation, il y a des gens qui ne vont pas le faire. Donc, ça, ce sont tous des indicateurs. Cette partie-là est très importante. C'est comme si vous faites une étude puis vous vous dites je dois peser les gens puis votre balance n'est pas calibrée. Vous allez arriver à des résultats qui ne sont pas valides. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des indicateurs pour être certain que nos mesures d'adaptation sont vraiment bien calibrées. Et là, j'en arrive un peu au modèle qu'on utilise. En fait, pour résumer ce que ça dit, qu'est-ce qui est à la base des comportements des gens? C'est les croyances. Et on dit toujours que ces croyances-là, qu'elles soient vraies ou fausses, elles vont guider le comportement. Si je crois que ça donne absolument rien de m'adapter, je ne vais pas m'adapter. Si je crois que, ça a été déjà rapporté, porter les chapeaux, ça va me dépeigner, puis j'aime pas ça parce que c'est sur l'heure du midi, puis je ne vais pas porter de chapeau quand je devrais en porter un. Si je dis que je sais que je devrais avoir de l'eau avec moi quand il fait 34 degrés dehors, si ça m'emmerde, je ne vais pas apporter de l'eau avec moi. Donc, toutes ces croyances-là vont guider le comportement.
Mais on sait très bien qu'il y a un biais de désirabilité sociale. On est souvent porté à dire oui, je sais que je devrais faire telle chose. Parce que au plan social, ça paraît bien. Hein? C'est comme, vous brossez-vous les dents? Oui, je me brosse les dents 3 fois par jour. Parce qu'on sait que c'est le comportement qu'on devrait faire ou qui est annoncé. Mais c'est la même chose avec l'adaptation. Avec les municipalités, faites-vous telle chose? Oui, on le fait. Mais peut-être qu'on surévalue toujours un petit peu. Donc, ce qu'on sait, c'est que ces croyances-là, hein, ça veut dire, quand on parle de croyances, quels sont les avantages que je perçois de m'adapter? Quels sont les désavantages que je perçois de m'adapter? Quelles sont les croyances concernant les barrières? Est-ce qu'il y a beaucoup de barrières par exemple, c'est facile de dire pendant une période caniculaire, de dire aux gens, vous devriez avoir un climatiseur, mais les personnes des milieux défavorisés ont une barrière, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'argent voulu pour ça. Donc, toutes ces perceptions-là, encore là, il y a des perceptions, comme je dis, qui sont vraies et qui sont fausses, vont guider le comportement. Mais on sait très bien que le lien n'est pas si élevé que ça. On pourrait penser que, oui, si je connais toutes les croyances des gens, je vais prédire leur comportement, ou toutes les croyances des municipalités, je vais connaître leur comportement, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a comme, Anne-Sophie va en parler tout à l'heure, il y a une cassure qui se fait là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a questionné les municipalités. Et ce qu'on sait, il y a des types d'interventions. On peut essayer de modifier les fausses croyances des gens. On peut essayer de renforcer les bonnes croyances des gens. Mais aussi, on peut les amener à réfléchir sur leur comportement, puis ça peut nous aider de passer de l'intention à l'action. Donc là, je vous donne l'exemple des municipalités. Ce qu'on devait faire, c'est dresser un portrait de l'adaptation dans les municipalités et en suivre l'évolution. Comprendre les perceptions et les facteurs qui favorisent ou font obstacle à l'adaptation. Donc, ici, ce qu'on a fait, on a interviewé les directeurs. Il y avait 4 groupes, parce qu'une municipalité, je ne pouvais pas, ça n'existe pas comme tel. On a interviewé des directeurs généraux, des responsables de l'aménagement, des responsables des travaux publics, puis des responsables des mesures de sécurité. Et on s'est dit, si on questionne ces 4 groupes-là, on va avoir une idée de ce que pensent les municipalités. Le problème, c'est souvent de réussir à les contacter. Mais avec le temps, on réussit à les convaincre du bienfait de nos études. Donc là, comme je vous disais, il y a des indicateurs d'adaptation dans les municipalités. Entre autres, l'adaptation de moyens d'intervention. Est-ce que, par exemple, la sécurité civile, est-ce qu'il y a des moyens d'intervention mis en place pour se préparer à intervenir en cas de vague de chaleur? Ça en est de l'adaptation. Il y a aussi des exemples d'indicateurs, l'acquisition de connaissances. Si il y a utilisation d'outils d'information, tout ce qui est sur le web, est-ce qu'ils utilisent ces outils-là? Ça en est de l'adaptation également. Puis on se dit, plus les municipalités vont utiliser ces outils-là, plus c'est de l'adaptation et plus il y a des chances que ça ait des effets bénéfiques sur la santé des gens. Est-ce qu'ils réalisent des études dans le but de connaître les probabilités d'occurrence des vagues de chaleur, de connaître les vulnérabilités? Toutes sortes de comportements, de mesures, adaptation des structures. Est-ce qu'ils ont adopté une stratégie environnementale, adoption d'un plan? Il y en a qui n'ont même pas de plan d'adaptation. Il y a certaines municipalités qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tellement cheminé, puis ils ne sont pas rendus si loin dans le cheminement. Puis des fois, c'est aussi parce que c'est des toutes petites villes, puis ils n'ont pas les outils nécessaires pour développer un plan d'adaptation. Niveau de collaboration au sein de l'organisation dans la mise en place. Des fois, il n'y a pas de collaboration. Hein? Tout le monde travaille seul, il n'y a pas de collaboration. Allocation de ressources, est-ce qu'il y a une proportion du budget qui est allouée? Donc, on a des mesures sur toutes ces pratiques-là. Ça va ici. Mais ce qu'on sait après, c'est qu'on est capable d'identifier quelles sont précisément les croyances qui vont nous permettre de mieux comprendre pourquoi certaines municipalités s'adaptent et pourquoi certaines d'autres ne vont pas s'adapter. Comme dans le cas ici, on s'aperçoit que les barrières perçues dans ce cas-ci, c'était les barrières perçues chez les directeurs généraux, ça avait une importance. Ça veut dire s'ils percevaient plus de désavantages à faire, à s'adapter que d'avantages, il y avait peu de chances qu'ils passent à l'action. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple,
notre municipalité devrait avoir comme priorité de réduire la vulnérabilité. Ça veut dire qu'il y a certaines municipalités qui pensent que ce n'est pas le cas, ça ne devrait pas être une priorité. S'ils ne pensent pas que c'est une priorité, il y a peu de chances qu'ils passent à l'action. Deuxième, l'adaptation devrait être l'une des priorités politiques de notre municipalité. C'est des exemples qui nous ont été rapportés. Notre municipalité devrait avoir comme priorité de réduire la vulnérabilité de son territoire aux inondations. S'il y a une sensibilité à cet effet-là, ben oui, il y a des chances qu'ils passent à l'action. Mais comme je disais, souvent, c'est une perception. C'est un petit peu biaisé, mais on s'assure, nous, au départ, que ce soit le moins possible. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que la pression sociale n'a pas une influence si élevée que ça. Là, je ne l'ai pas noté ici, mais ce n'est pas le fait qu'une autre municipalité possède beaucoup de pratiques d'adaptation qui va faire en sorte qu'une municipalité va le faire. Mais les barrières perçues, ça va jouer quand même beaucoup. Donc, autrement dit, ce que je dis tout le temps, c'est que, oui, tantôt, tu le disais, Nathalie, l'information, c'est important. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que l'information, c'est nécessaire pour que les gens changent de comportement, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils passent à l'action. Il faut changer leur système de croyance. Puis cette partie-là, ben, c'est pas pessimiste ce que je dis, mais c'est pas facile à faire. C'est pas facile de faire changer les comportements des gens, de les amener à changer leurs croyances. Vous savez, quand quelqu'un vote pour un parti politique, c'est difficile de le faire changer. C'est la même chose avec les changements climatiques. Les gens ont des fausses croyances, c'est difficile de les changer. Mais par contre, de faire passer une croyance, d'augmenter la force de cette croyance-là, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais ça demande beaucoup de travail. Et là, notre objectif, nous, c'est de travailler avec les municipalités. Parce que si notre but était de classer les municipalités en termes de matière d'adaptation, là, ça ne fonctionnerait pas. On essaie de travailler avec eux pour essayer de développer chez eux ce changement de croyance-là et de comportement. Donc, pour conclure, ce qu'on fait, c'est qu'on les suit. Là, par exemple, on l'a fait avec, comme je disais, avec les îlots de chaleur. Là, on est en train de finir avec maladie de Lyme. Et on l'a fait avec inondation également. Et quand je vous disais qu'inondation, tout à l'heure, on parlait d'information, je trouvais ça intéressant de le dire. Chez les citoyens, on a observé, entre autres, que un quart des gens qui vivaient en zone inondable ne savaient même pas qu'ils habitaient en zone inondable. Et là, on leur demande, après ça, de se préoccuper des changements climatiques. Ils ne savent même pas qu'ils vivent en zone inondable. Et une autre étude, les gens qui vivaient en zone inondable, qui avaient déjà été inondés, on leur demandait quelle était la perception du risque qu'ils soient inondés à nouveau. Non, parce que ça vient d'arriver. Donc, c'est une fois aux 100 ans, ben, je suis correct, ça vient de se passer. Fait que quand je vous dis que c'est difficile de changer les perceptions, même la personne qui est inondée, elle va croire, puis elle va se convaincre que ça ne va pas arriver encore. Donc, il y a beaucoup de travail, mais on sent qu'il y a un fort changement d'attitude actuellement dans la population et dans les municipalités. Merci. Bon, merci pour cette présentation éclairante. Donc, on a compris que l'adaptation, ça se passe beaucoup dans notre tête, hein, et puis que l'action est toujours plus facile en théorie qu'en pratique. Voilà, et donc on va continuer à parler un petit peu des mécanismes, des blocages, des freins à l'adaptation. Donc Anne-Sophie Gousse-Lessard, qui a donc un doctorat en psychologie sociale et environnementale de l'UQAM, c'est ça, et qui travaille présentement comme chercheuse, entre autres, travaille au Réseau québécois des femmes en environnement, au Centraire éducation relative à l'environnement à l'UQAM, puis probablement quand j'en oublie d'autres. Et tu as beaucoup travaillé donc sur les freins, les barrières psychologiques à l'adaptation, et c'est de ça tu aimerais nous parler un petit peu. Je vais te laisser la place. Bon, vous êtes tout un fan club. Bon, merci. Je suis contente d'être devant vous aujourd'hui. On va avancer. OK, donc, pour ma part, moi, je vais
parler un petit peu plus du côté motivationnel de la chose et je vais essayer de vous offrir quelques pistes de réflexion pour essayer de commencer à répondre à cette difficile question de comment motiver les gens à changer de comportement. Donc, le problème, là, on le sait, on en a parlé, c'est que souvent, les actions ne suivent pas nécessairement l'intention. Ça ne veut pas dire que si j'ai l'intention d'agir, ça ne veut pas dire que je vais faire effectivement le comportement. En psychosocial, entre autres, il y a plusieurs modèles théoriques qui placent l'intention comme prédécesseur du comportement, ce qui n'est pas mauvais, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a un lien entre intention et action. D'ailleurs, il y a Sheeran, en 2002, qui a fait une méta-analyse de méta-analyse, c'est-à-dire qu'il est allé chercher plusieurs études, en fait, au-dessus de 400 études qui ont été faites, 82 000 participants, il a mis ça ensemble, puis il a regardé les données, puis il a regardé les grandes tendances, et il s'est rendu compte que, en moyenne, la corrélation moyenne entre l'intention et l'action est de 0,53. Ça peut paraître peu. Je sais qu'en sciences naturelles, 0,53, c'est pas une très forte corrélation. En sciences humaines, c'est une très bonne corrélation. On dit c'est dans les fortes corrélations assez. Donc, la force de l'association entre l'intention et l'action est quand même pas pire. On reste avec 28 de la variance expliquée. Ça veut dire qu'il y a d'autres explications aussi pour essayer d'expliquer le changement de comportement. Il y a d'autres variables qui rentrent en ligne de compte. Donc, l'intention... quand on a l'intention, on a plus de chances de faire l'action, mais il y a d'autres choses. L'intention seule n'est pas suffisante. Donc, la grosse question, c'est comment? Comment on fait pour passer de l'intention à l'action? Il y a plusieurs réponses, plusieurs points de vue, plusieurs écoles de pensée. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est qu'il faut absolument mieux connaître les processus psychologiques de changement de comportement pour réussir à répondre à la question de comment motiver les gens. En connaissant mieux les processus de changement de comportement, on va pouvoir baser nos stratégies de communication sur les connaissances issues de la recherche en changement de comportement pour essayer de faire des messages plus efficaces pour changer le comportement. C'est vraiment... Et puis, c'est assez rare, en fait, que les stratégies de communication se basent sur les données empiriques, notamment en psycho. Donc, il y aurait une amélioration à faire là. Comment faire des stratégies de com efficaces? Il y a plein de moyens, évidemment. On sait qu'au niveau de l'information, il y a comme deux grandes tendances dominantes qui est de stratégie dominante, qui est le ciblage et le cadrage de l'information. Je n'aurai pas le temps de parler de cadrage, finalement, aujourd'hui. Je reviendrai pour ça un jour, peut-être. Mais bon, le ciblage de l'information, en fait, c'est connu, là, c'est le tailoring, c'est segmenter la population visée selon certaines caractéristiques, souvent sociodémographiques, par exemple le sexe, l'âge, le statut, le niveau d'éducation, le revenu, etc. Donc, c'est essayer d'aligner, de faire différents messages selon différentes caractéristiques de la population. Ce que les chercheurs se rendent compte, c'est que ça serait intéressant de pas nécessairement cibler selon des variables socio-démographiques, mais cibler selon les processus de changement de comportement. C'est de ça que je vais vous parler. Donc, il y a plusieurs modèles. Ceux que j'apprécie particulièrement, c'est les modèles qui prennent en compte la temporalité du changement, c'est-à-dire qu'on ne change pas du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça prend des efforts, des fois il y a des rechutes, etc. C'est dynamique, mais il y a des étapes de changement. Il y a plusieurs modèles d'étapes de changement. On peut penser au modèle transthéorique de Prochaska. Il y a Bamberg qui utilise un modèle d'autorégulation des comportements par étapes, surtout au niveau de la mobilité durable, qui est vraiment intéressant. Il y a Pelletier et ses collègues qui est à l'Université d'Ottawa qui proposent un modèle exhaustif d'intervention motivationnelle basé sur les étapes de changement de comportement. Il y a certaines différences entre les modèles, mais en gros, ça revient à ça, c'est qu'il y a des étapes. La première étape qui est la phase de détection. Ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque étape est qualitativement différente l'une de l'autre. Ça veut dire qu'un individu qui va être à une étape ne va pas penser
aux enjeux de la même manière que les autres individus qui vont être à des étapes différentes. Leur attention ne va pas être portée sur les mêmes informations. Le traitement de l'information ne sera pas fait de la même manière. Le processus de décision, les choix qu'il va faire, ça ne sera pas de la même manière. Les comportements envisagés, ça ne sera pas les mêmes. D'où l'importance de vraiment cibler l'information, nos messages, selon la phase de détection pour essayer d'être le plus efficace possible. Donc, dans la phase de détection, c'est surtout de savoir qu'il y a un problème qui existe. C'est difficile d'avoir l'intention d'agir ou l'intention de s'adapter si on ne sait pas qu'il y a un problème. Donc, ici, on est vraiment dans le pourquoi. Pourquoi il y a un problème, pourquoi c'est important pour la planète, pour la collectivité, mais aussi pourquoi c'est important pour moi. Personnellement, là, c'est la pertinence personnelle des enjeux, très concrètement. On est bon, là, c'est vraiment de la sensibilisation de base, c'est de l'information. On est bon pour donner de l'information sur les grands enjeux. On est un petit peu moins bon pour donner de l'information ou pour essayer de souligner l'importance concrètement dans la vie des gens. Pourquoi c'est important, pourquoi il y a des risques, pourquoi on a une part de responsabilité. Donc déjà là, il y aurait des réflexions à faire là-dessus. Ensuite, deuxième phase, c'est la phase de décision. Bon, là, on sait, l'individu sait qu'il y a des problèmes, ça rend mal à l'aise, OK, on veut essayer de trouver des solutions. Là, la personne va commencer à essayer elle va regarder les alternatives possibles. À ce moment-là, arrêtez de parler des problèmes. La personne ne va plus regarder l'information, il va être dans un autre schéma de pensée, il ne va plus regarder l'information par rapport aux problèmes, même que de continuer de parler de problèmes, ça peut nuire à la motivation, il peut se démotiver puis dire, ben là, OK, il y a trop de problèmes, c'est pas fait pour moi. Donc là, rendu à la phase de décision, il faut parler des alternatives possibles et il faut parler des solutions. Donc, la personne va regarder le quoi. Quoi faire pour essayer de m'adapter davantage, par exemple. C'est quoi les possibilités? Il va rentrer dans une évaluation des stratégies, des alternatives possibles aussi. Donc, ça, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est moins bien? Coût, bénéfice, etc. Donc, on est vraiment dans le quoi. À la fin de cette étape-là, il y a la formation d'intention, c'est-à-dire, OK, j'ai plein d'informations, je suis motivée, je me sens compétente, j'aimerais, par exemple, mieux planifier mes activités en fonction des alertes météo quand il y a des canicules, comme Pierre Valois a dit avant. Mais là, comment? Là, c'est ici le pont entre l'intention et l'action. La troisième phase qui est la mise en œuvre. C'est comment atteindre ce but-là de mieux planifier mes activités. Là, il faut vraiment prendre la personne par la main et parler de stratégies, de micro-comportements très, très concrets. Là, on est dans le comment, c'est-à-dire qu'on est dans le où, quand, avec qui, comment je peux faire ça. Mais planifier mes activités, ça veut dire qu'il faut que je connaisse il faut que je connaisse la météo, que je connaisse les applications pour aller chercher les alertes météo. Il faut que je connaisse les activités qui se font dans le coin, l'heure d'ouverture des piscines, par exemple, etc. Donc là, il y a plein de petites connaissances et de micro-comportements qu'il faut faire là-dedans. À la fin de cette étape-là, il y a l'action, c'est-à-dire, oui, la personne va, par exemple, avoir mieux planifié certaines activités pour sa famille. Après, souvent, il faut une période, il faut maintenir le comportement. Des fois, il y a des comportements qui se font une fois, comme l'achat d'air climatisé, mais des fois, surtout au niveau de la santé, qui est très lié à l'adaptation. Aussi, c'est beaucoup de comportements préventifs au niveau de la santé, entre autres. Le but, c'est vraiment l'intégration du comportement dans le mode de vie des gens. Donc là, on parle vraiment d'essayer que ça devienne une habitude. Donc là, ici, c'est qu'il faut accompagner les gens pour éviter les rechutes. Pour ça, il faut que les gens se connaissent. Il faut qu'ils connaissent leurs propres barrières. On peut aider les gens à essayer de prévoir les obstacles. Donc, c'est des espèces de techniques de visualisation, de dire, OK, mais là, à la maison, tu es capable de faire tel comportement adaptatif, mais si tu es au chalet, si tu es en vacances ailleurs, etc., souvent, c'est des moments plus difficiles pour essayer de maintenir un comportement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui arrive s'il pleut? Qu'est-ce qui arrive? Bon,
Donc là, c'est qu'on accompagne la personne pour essayer de se faire des scénarios. Comme ça, quand il va arriver face à des obstacles, la personne va avoir plus de facilité à maintenir son comportement adaptatif. J'ai marqué qualité de la motivation ici, parce que c'est pas juste une question de quantité de motivation à essayer de changer nos habitudes de vie, mais c'est une question aussi de qualité. C'est-à-dire que on fait des choses, et je vais finir avec la qualité de la motivation, on fait des choses pour différentes raisons dans la vie. On peut faire des choses parce qu'on se sent obligé de les faire, parce qu'on a de la pression, on se sentirait coupable de ne pas les faire, parce que les autres nous disent de le faire pour éviter une punition, avoir une récompense, un ananas, etc. Ça, c'est la motivation qu'on dit contrôlée, qu'on appelle une motivation qui est plus externe. Des fois, on fait des choses parce que, au contraire, c'est parce que ça fait partie de nous, ça fait partie de qui on est, de notre identité, parce que ça fait partie de nos valeurs, parce qu'on trouve ça important, ou juste parce qu'on a du plaisir à les faire. Là, c'est la motivation intrinsèque pure. Tout ça, c'est la motivation autonome. Et la recherche montre que les gens qui sont motivés de façon autonome ou autodéterminée vont faire plus de comportements adaptatifs, vont maintenir ces comportements-là dans le temps, vont faire face aux obstacles plus facilement, vont éviter plus les rechutes à long terme, etc. Donc, dans nos communications, ça serait très important, et là, il y a plein de techniques aussi, ça rentre dans le cadrage de l'information, pour essayer, à chaque étape de changement de comportement, d'accompagner les personnes pour essayer de favoriser une motivation qui serait autodéterminée pour assurer la pérennité des changements à long terme. Et je vais finir là-dessus. Bon, merci Anne-Sophie pour ça. Donc on a appris plusieurs choses sur les motivations des gens, puis on a eu, je pense, une présentation assez constructive sur la manière d'aller de l'avant, comment être plus efficace dans nos messages. Et c'est vrai que souvent, en tant que scientifique, on pêche un peu par prosélytisme, toujours inciter sur les mêmes points qu'on a identifiés comme étant importants pour nous, mais peut-être que pour les gens à qui on parle, ce ne sont pas les mêmes points qui sont importants. Donc il y a en effet des leçons à retirer. Alors, je pense qu'il nous reste combien de temps pour les questions 30 minutes ou une demi-heure. Fait que peut-être que les trois panélistes pourraient venir en avant. Et donc, on vous laisse poser des questions. Je ne sais pas s'il y a des micros que les gens peuvent utiliser ou il faut qu'ils viennent ici. Donc, si vous... Ça va être plus facile comme ça, hein? Fait que si vous avez des questions, ça va être plus facile de venir en avant, les poser avec le micro, comme ça tout le monde va en profiter. Hop, puis moi, on m'a coupé. Non. Fait que n'hésitez pas à venir poser des questions, c'est là pour ça. Alors, ma question s'adresse à Anne-Sophie. J'ai travaillé longtemps en prévention des accidents en milieu hospitalier, là, donc je trouve qu'il y a des parallèles à faire avec la façon de changer les mentalités des jeunes, la façon dont on intervienne. Puis on parle beaucoup du facteur ultime de motivation comme étant la coercition. Fait que si on passe aux ceintures de sécurité, ça marche. Tout le monde s'attache au Québec. Pourquoi? Parce que c'est obligatoire, puis qu'il y a des amendes si on ne le fait pas. Est-ce qu'il n'y a pas des choses comme ça qui devraient être envisagées pour les changements climatiques, pour que ça soit vraiment efficace? Comment répondre de façon concise? C'est vraiment une question complexe. C'est sûr que parfois, ce qu'on appelle, behavioristes, les punitions peuvent aligner les comportements. Je pense que ça peut faire partie de certaines stratégies. Il faut vraiment faire attention, par exemple, parce que souvent, en fait, selon la recherche, c'est que les punitions ne sont pas très efficaces et c'est que ça ne dure pas dans le temps. Et aussitôt que les personnes ont le moyen ils ne se font pas observer ou ils sont dans un autre contexte, ils vont faire le comportement qu'on ne veut pas parce qu'il n'y a pas personne pour leur donner la punition. C'est très externe aussi comme façon de motiver les gens.
Comme j'ai dit, là, au niveau de la qualité de la motivation, le meilleur des mondes, là, ça serait que tout le monde soit motivé de façon autodéterminée, c'est-à-dire que tout le monde, que ça fasse partie des valeurs, de l'identité des gens, de faire attention à la planète, de moins consommer, etc. Surtout que la recherche démontre que c'est ça, quand on est motivé de façon autodéterminée, on fait plus de comportements de façon plus fréquente. Puis, on intègre ça, c'est pas juste un comportement, c'est qu'on intègre ça dans notre vie, ça devient un lifestyle, une façon de vivre quand on est motivé de façon autodéterminée. Alors que si on est juste motivé par l'absence d'une punition, ben il va y avoir un comportement que, OK, ça va être puni, mais les autres, je vais m'en foutre un petit peu parce que ça fait pas partie de moi, je trouve pas ça important parce que c'est ça, là, mon but, c'est juste d'éviter la punition. Donc, c'est ça, il faut faire très, très attention quand on joue avec le bâton ou la carotte. Même la carotte, même les récompenses, des fois, ce qu'on voit en recherche, là, souvent, c'est que ça peut tuer la motivation qui serait intrinsèque au départ. Mais quand on donne une récompense, souvent, c'est que si on enlève le nanan, ben le comportement s'éteint au bout d'un certain temps parce que la personne faisait le comportement juste parce qu'il voulait avoir la récompense. Puis c'est pas ça qu'on veut. On voudrait que tout le monde, que ça soit plus intériorisé dans l'identité des gens. Donc, ouais, je mettrais des gros bémols là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ben oui. Bonjour, Matthew Chapman avec la Coalition Climat Montréal et Réalité climatique Canada. 3 points, 3 questions. Je vous lance les 3 en même temps. Truthiness, donc le sentiment de sentir que quelque chose est vrai, est devenu un des meilleurs predictors of whether somebody will listen to your message. Does it feel true for me? Donc, c'est qui les porteurs des messages qui vont... qui est-ce que les gens écoutent? Vous n'avez pas traité cette question-là. C'est qui les sources d'informations fiables auprès des climato-sceptiques? Donc, deuxièmement, c'est qui les sources d'information? Troisièmement, community-based social marketing. Donc, ça répond un peu à ça, dans le sens qu'on vise changer la culture autour des gens à travers de l'action, à travers leur réseau local, à travers leur réseau proche. Et voilà. Alors moi, je peux juste répondre parce que je n'ai pas présenté les slides où on voyait où s'informent les Québécois et le niveau de confiance dans la source d'information. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'ils s'informent de moins en moins. C'est-à-dire qu'ils vont moins regarder. Avant, on regardait le pourcentage de personnes qui allaient voir la télévision. Ça reste quand même la première source d'information. Maintenant, c'est de plus en plus les réseaux sociaux qui est la deuxième source, puisqu'il y a un impact beaucoup sur les résultats qu'on trouve. Mais il y a quand même une baisse de diminution d'informations. Ils ne cherchent pas à s'informer. Il faudrait que l'information leur arrive directement. En revanche, ce qui était positif, c'était de voir que quand ils veulent vraiment s'informer sur un point pour lequel ils n'ont pas trop confiance, ils vont regarder les experts scientifiques. Donc, en fait, c'est quand même la source qui a le plus augmenté dans le temps, depuis 2011. C'est les experts scientifiques qui sont la source qui est la plus... pour avoir confiance dans l'information qu'ils vont aller chercher. Donc, je pense qu'il faut trouver des moyens que ce soit les experts, ceux qui détiennent finalement la science ou les données probantes, qui soient ceux qui communiquent ces messages. En fait, je rajouterais, il y a différentes... En fait, on n'a pas abordé parce que c'est 10 minutes. Il y a des théories de persuasion. On les utilise beaucoup en marketing. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre ce qui se fait en marketing et l'appliquer. Mais ce qui est évident, c'est que la répétition du message, elle est importante. C'est pourquoi qu'il y a des fois il y a beaucoup de commerciaux puis ils répètent. Par contre, il y a un effet boomerang. Si tu répètes trop, ben, ça peut te revenir en pleine face. Le message ne passe plus. Donc ça, c'est un élément que moi, je n'ai pas abordé, mais ça, c'en est un. Le deuxième, c'est le messager, c'est-à-dire, vous avez abordé ça dans un de vos points. Qui va faire le message? Qui va passer le message qu'il faut recycler? Qui va passer le message qu'il ne faut pas trop consommer d'eau? Si c'est moi qui vais à la télévision, ça n'aurait pas un impact important. Je ne suis pas une personne qui est connue, mais il faut trouver quelqu'un qui va réussir à passer ce message-là. Ça, c'est vraiment, vraiment important.
Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez parlé de la qualité aussi de l'information. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre les gens que ce qu'on est en train de leur dire, c'est vrai. Parce qu'on le voit aux États-Unis, même si on leur présente des résultats de recherche, il y en a plein qui n'y croient pas. Mais pourtant, les résultats, ils sont vrais. Donc, ça veut dire que oui, c'est vrai qu'il faut les convaincre que ce qu'on est en train de leur dire, c'est basé sur, en fait, c'est la vérité ou c'est basé sur des résultats probants. Mais encore là, les croyances, comme j'expliquais tout à l'heure, les croyances sont tellement ancrées dans le cerveau, les fausses croyances, que c'est difficile, même si c'est une vraie information, même si on leur dit que c'est vrai, ça ne change pas. Moi, je dis toujours, la croyance est cristallisée, et c'est pour ça que c'est important d'intervenir jeune. Je dis en changement climatique, c'est important d'intervenir tout de suite dès le primaire, puis de leur tout de suite les éduquer aux effets néfastes des changements climatiques et à l'adoption de bons comportements. Parce qu'après, on le sait tous, on arrive à un certain âge, c'est difficile de changer nos croyances et nos comportements. Donc, tout ça, c'est vrai, que ce soit une information qui est véridique, mais ce n'est pas suffisant. De trouver la bonne personne qui va passer le message, ça, c'est super important, puis de répéter le message un certain nombre de fois. Tout à l'heure, il y avait la question aussi, je veux en parler, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être bien d'avoir une loi, mais le danger, c'est comme disait Anne-Sophie, ça peut avoir un effet aussi boomerang, un effet néfaste. Par contre, ça marche des fois. Moi, je travaille avec certaines études, avec les mises en échec au hockey chez les joueurs de Pee-Wee. Au Québec, ils ont dit non, c'est interdit. Bien, ça a eu un effet parce que ça a diminué beaucoup les commotions cérébrales. Avant, en Alberta, ils riaient des Québécois parce qu'ils disaient « Ah, il n'y a plus de mise en échec au hockey Pee-Wee ». Non, là, dans ce cas-là, la loi, elle avait une raison d'être, puis ça a eu un effet bénéfique. Par contre, je suis d'accord avec Anne-Sophie, des fois, ça peut avoir un effet inverse. Le port du casque aux Pays-Bas, en vélo, c'est impossible. On peut pas... Là-bas, il y a une culture, il faut tenir compte de la culture. On ne peut pas leur faire porter de casque, c'est plus difficile. Parce qu'ils disent non, on a un environnement sain qui nous permet de se protéger. Non, mais il y a une culture. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou non, mais c'est plus difficile dans ce cas-là d'implanter. On voudrait implanter une loi, ils disent que ça serait refusé totalement. Donc, c'est jamais noir et blanc. Il y a des compromis. Il faut faire l'analyse de tout ça. Voilà, donc on voit que vous avez ouvert toute une boîte intéressante sur les communicateurs, le rôle des... C'est sûr qu'il y a le débat public, mais une chose dont on se rend compte aussi quand on travaille avec les communautés, c'est qu'aussi à l'échelle locale, il y a des communicateurs qui sont très importants. Le rôle de leaders environnementaux, d'associations à l'échelle locale est très très important, et parfois plus important que celui des médias ou des scientifiques, qui sont tous crédibles dans leur créneau et vont être écoutés par rapport à certaines problématiques, mais... En tout cas, on pourrait faire tout un long débat juste sur cette question-là, mais on va peut-être passer à la prochaine question. J'aimerais juste ajouter un mini point. On a dit qu'il faut prendre les enfants, les prendre tôt pour les éduquer. Il y a d'ailleurs une coalition en éducation, environnement et éco-citoyenneté qui mise sur une stratégie pour essayer d'ouvrir le domaine de l'éducation relative à l'environnement, mais éco-citoyenneté, et de le rentrer dans les institutions, notamment l'éducation formelle, au primaire, au secondaire, etc. Puis, qui est très important aussi. Puis, je veux juste mettre une petite nuance aussi. L'information, c'est important. C'est qui les porteurs d'information? Mais l'information seule ne suffit pas. C'est ça, les données empiriques là, montrent que juste de donner de l'information, ça ne suffit pas. Il y a d'autres techniques pour aller au-delà de juste dire de l'information et laisser l'individu à lui-même, comme ça. Bonjour, Jeanne Robin de Vivre en Ville. L'adaptation au changement climatique, ça dépend beaucoup de choix collectifs qui font suite à des décisions qui doivent être prises par des individus ou des groupes d'individus, évidemment. Puis il y a une difficulté supplémentaire quand on parle de l'environnement bâti, où la phase de maintien devient particulièrement cruciale, parce que souvent, il faut prendre maintenant des décisions qui vont avoir un plein effet à l'échelle de la décennie ou même de plusieurs décennies. Donc une grosse difficulté à relier la décision immédiate et les résultats. Et je me demandais si vous aviez des suggestions, justement, puis un petit peu des pistes pour
Est-ce qu'il faut s'adresser directement aux décideurs? Est-ce que les décideurs évoluent au rythme de la population? Si c'est le cas, est-ce qu'ils évoluent au rythme de la population la plus rapide à passer d'une phase à une autre ou au rythme de la population la plus lente? Donc, bref, avant qu'on soit complètement désespéré, avez-vous des propositions? Merci pour la question. Je ne sais pas qui veut y répondre. Non, en fait, ce que vous voulez savoir, c'est quoi? Vous voulez savoir, la question, c'est est-ce qu'on doit passer par les décideurs ou... je pense que c'est... En fait, il faut s'attaquer, il faut viser différentes clientèles. Donc, comme nous on fait, on va essayer d'intervenir auprès de chaque individu, chaque citoyen, citoyenne, parce que chacun est responsable. Ça, c'est une part du travail qu'on doit faire. Mais en même temps, on intervient auprès des municipalités. Mais là, la municipalité, c'est abstrait dans le sens à qui, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas aller rencontrer une municipalité et essayer de la convaincre. Municipalité, c'est les spécialistes de l'aménagement, sécurité civile, les DG. Ces municipalités-là, nous, on essaie de travailler avec eux puis les convaincre qu'ils doivent intervenir auprès. Donc, en fait, je pense que c'est un travail qui doit se faire à différents niveaux, individuels aussi, mais on ne peut pas mettre les responsabilités sur chaque citoyen, citoyenne. Il faut également travailler avec, entre autres, les municipalités. Oranos le fait dans un certain sens parce qu'ils vont essayer de travailler avec différents organismes et on sait que les problèmes ne sont pas si... Il y a des gros problèmes souvent d'interaction, de compatibilité d'opinion. Et j'ai travaillé avec des gens en foresterie, justement, sur le bâti. Et ils font face, en fait, au même problème. C'est qu'il y a des gens... Tout est une question de croyance. Il y a des gens qui croient aux projets écologiques qu'ils veulent développer, puis il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout. Et ils doivent... même si ces personnes-là qui sont très influentes et qui ont, entre guillemets, une réponse scientifique et supposément exacte, ils sont, des fois, ils sont même pas écoutés, là. Mais la réponse, ça peut paraître simple, mais oui, moi, je pense c'est nécessaire d'intervenir à différents niveaux, autant individuels que collectifs. Et moi, je vois dans le résultat qu'on a au niveau du niveau de confiance qui est très faible. Actuellement, en fait, on ne pense pas que c'est le gouvernement qui a la solution tout seul. Puis quand il y a d'autres questions que je n'ai pas présentées aujourd'hui, mais où on demande est-ce que vous seriez prêt à changer vos comportements, par exemple au niveau du transport collectif. Là, c'est intéressant parce qu'ils sont pour du transport collectif, pour plus de transport collectif. Mais quand on leur dit si vous aviez le choix entre prendre la voiture et à entreprendre le transport collectif, c'est pas encore évident qu'ils prennent le transport collectif. Ils vont considérer que les horaires sont peut-être pas adaptés à leurs besoins ou que c'est plus facile dans certains cas. Donc, c'est compliqué aussi parce que même quand il y a des choix à faire, on ne sait pas trop finalement qui va prendre le lead sur la décision. D'accord, merci. La prochaine question. Ça fait drôlement bien le lien avec mes questions, vous allez voir. Donc, Tania Gonzalez du Conseil régional de l'environnement. Merci pour vos présentations. J'ai 3 questions en vrac. Donc, sachant que la motivation autonome est la meilleure façon d'avoir vraiment des changements durables, comment faire changer les comportements au niveau du transport, sachant que l'automobile suscite des passions et est tellement bien ancrée, non seulement dans notre mode de vie, mais dans notre environnement urbain. Donc, je rejoins absolument ce que Jeanne disait. Première question. Deuxième question. Sachant que le transport, justement, au niveau des perceptions, vous présentiez, c'est vraiment, les Québécois ont l'impression que c'est vraiment l'industrie. Donc, comment faire valoir que c'est le transport? Et troisième, mais non la moindre, on vient de sortir la semaine dernière d'une agora métropolitaine où on a vraiment réfléchi collectivement à l'échelle de la CMM à comment protéger nos espaces naturels, la question de la mobilité, la fiscalité, etc. Puis on a beaucoup parlé de bonus-malus en transport. Donc, favoriser et même récompenser les bons comportements et les options durables et pénaliser celles qui ne le sont pas. Alors... Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à dire rapidement? En fait, si je prends la dernière... oui, tu sais, l'effet de bonbon, tu en as parlé tantôt, c'est bien, mais ça peut avoir des effets néfastes aussi, parce que quand ils perdent de motivation, en fait, moi, je veux des fois utiliser le mot attitude, mais on fait des choses, il y a des comportements qu'on adopte qui sont cognitifs. Hein, c'est basé sur le rationnel. Donc, ça, c'est quand je dis, je vais prendre
je vais prendre le métro plutôt que de prendre ma voiture parce que je vais économiser de l'argent, parce que c'est bon pour l'environnement. Ça, c'est rationnel. Mais il y a aussi, ce matin, j'étais en réunion avec une collègue de Santé Canada, et elle prend le vélo depuis quelque temps, c'est 30 minutes. Mais elle ne le prend pas simplement parce que, rationnellement, c'est pas juste parce que c'est bon pour l'environnement. Elle le fait aussi parce qu'elle a un plaisir à le faire. Et ça, c'est ça qui est la motivation intrinsèque, c'est-à-dire... Mais la question, c'est comment on va faire pour les amener à... Ça, c'est vraiment la question la plus importante. Et il n'y a pas de recette miracle. Ce que moi, je dis souvent, ce qu'il faut faire, c'est de répéter le comportement. Le parallèle que je fais, c'est l'activité physique. Quand tu demandes aux gens de faire de l'activité physique, au début, c'est pénible, c'est emmerdant, ça fait pas juste suer au sens... mais c'est vraiment pénible. La même chose quand on dit aux enfants de se brosser les dents. Au début, c'est pénible, non, je veux pas. Mais à force de le faire, ils peuvent développer un plaisir. Donc, c'est de répéter le comportement, c'est de le répéter souvent. C'est la seule, à mon avis, c'est la seule façon. Par contre, le donner un bonbon, ça peut avoir un effet immédiat, mais peut-être qu'à long terme, l'effet ne va pas perdurer. Donc, ce que je dirais, c'est que oui, il y a un effort à faire. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de prendre sa voiture qu'ici. Là, moi, je suis à Québec, mais à Montréal, de prendre le vélo, c'est quand même plus facile même que chez nous à Québec, parce qu'il y a des pistes. Mais c'est même pas plaisant en plus. À Québec, je peux dire que moi, je prendrais mon vélo, mais c'est tellement emmerdant, il y a tellement d'obstacles que là, c'est même pas moi, personnellement, qui n'a pas de plaisir à le faire. C'est que l'environnement... c'est l'environnement qui... Donc, il y a un travail à faire des deux côtés. On avait posé dans le baromètre une question, justement, si on ajoutait une taxe sur les véhicules énergivores, si on mettait péage autoroutier, tout ça, il y a une bonne partie des gens qui nous ont dit que ça ne changerait pas leur comportement. Oui, question vaste. Comment sortir le volant de nos cerveaux, de le remplacer par un guidon? Là, on pourrait discuter longtemps. Oui. J'aimerais ajouter un point. C'est vraiment une question complexe. Je veux juste dire que le vocabulaire utilisé dans nos messages persuasifs est important. Donc, là, je rentre dans le cadrage de l'information que j'ai pas eu le temps de parler tantôt. Si on veut essayer de favoriser le développement d'une motivation autodéterminée, c'est que certains mots qui vont allumer cette motivation-là, puis d'autres qui vont plus l'éteindre ou allumer une motivation qui est plus contrôlée ou externe. J'avais une professeure en éducation relative à l'environnement, justement, Lucie Sauvé, qui disait que les mots sont des moules à penser. Donc, quand on dit un mot à quelqu'un, on allume un réseau de concepts dans la tête de l'autre personne qui ne serait pas allumé nécessairement si on avait dit un autre mot. Si je parle de famille, de santé, de plaisir, d'environnement, c'est tous des trucs, des buts qui sont plus intrinsèques. Là, ça va allumer, c'est ça, un certain réseau de concepts. Si je parle de renforcement, d'argent, de rabais, etc., là, ça me met comme dans un mindset, ça me met dans un état d'esprit qui va analyser plus les choses en termes de coûts-bénéfices au niveau de l'argent et tout, qui va favoriser le développement d'une motivation qui va être plus externe ou plus contrôlée. Donc, puis ça, c'est des données empiriques là, qui démontrent ça. Donc, bref, dans nos communications, le vocabulaire choisi va être très, très important. Puis, il y a d'autres techniques aussi, pour essayer de soutenir les besoins psychologiques fondamentaux qui, eux, sont liés à une motivation qui est plus autodéterminée. Donc, laisser les gens, aider le sentiment de compétence, le sentiment d'autonomie, le sentiment de relation avec les autres aussi. Si ces trois besoins fondamentaux-là sont comblés ou semble être comblé là, par un comportement et tout, la personne va probablement développer une motivation qui va être plus autodéterminée. Donc, c'est ça, il y a différentes techniques, mais les mots utilisés dans les communications sont aussi importants. Merci. Bonjour, Alain Bourg, directeur général d'Ouranos. Merci de nous avoir rappelé que ce dossier-là est assez complexe.
Et définitivement, la recherche a encore un gros rôle à jouer pour tenter de mieux comprendre comment aborder les prochaines étapes, les prochaines années. Ma question était plus en lien avec cette question de ciblage. Donc, je comprends qu'il faut cibler par rapport à différents publics cibles, il faut cibler par rapport aux différentes étapes dans le processus de changement, etc., ce qui rend vraiment les choses très compliquées là, quand on y pense. Mais la question que je t'ai proposée, c'est est-ce qu'il y a d'autres domaines, d'autres enjeux où on a réussi par le passé à générer un changement sociétal assez majeur et assez profond en exploitant bien ou en développant une bonne stratégie de communication multi-acteurs ou je ne sais pas trop quoi. Donc, peut-être des exemples inspirants qui pourraient peut-être guider les gens dans ce domaine. Moi, l'exemple que je bonne peux question. mettre, ouais, c'est une bonne question. L'exemple que nous, on a vu clairement depuis 2011, c'est la vaccination. La façon, on a eu une crise, la crise H1N1, et en fait, on s'est rendu compte que la façon dont ça a été communiqué, dont le gouvernement est intervenu, les chiffres qui ont été donnés, la discussion qu'il y a eu entre les différents acteurs, a permis de faire que pour nous maintenant, dans le baromètre, en tout cas, les risques liés à la vaccination sont très faibles, les gens ont une perception, il y a un niveau de confiance très élevé, alors qu'au début, ce n'était pas le cas. Donc, il y a vraiment eu un changement dans le temps, en fait, du niveau de perception d'un problème de santé publique, en fait, avec une crise qui a eu lieu à un moment donné, où il y a eu une bonne gestion de la situation qui a fait qu'on a considéré. Donc ça, c'est un exemple que nous, on a vu dans le baromètre, où vraiment, c'était un niveau de risque élevé, confiance faible, et depuis 2011, en fait, ça a vraiment changé. C'est une anecdote, mais juste par rapport au vaccin. Par contre, on terminait une étude là, sur le changement climatique et maladie de Lyme. Comment s'adapter? Quel comportement, par exemple, si on va dans le bois, mettre les chaussons par-dessus les pantalons, ce que pas beaucoup de gens veulent faire parce que esthétiquement, c'est pas... Non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire, mais ce que j'allais dire par rapport au vaccin, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur des vaccins parce que avec les maladies de Lyme, ils ont dit non, on veut pas. Ça, c'est de l'adaptation, se faire vacciner, mais ils ne veulent pas se faire vacciner. Mais bon. Tu demandais des exemples. C'est vrai que moi, là, je trouvais, tout à l'heure, j'en parlais, le vélo aux Pays-Bas, ça a bien fonctionné. Puis avec les îlots de chaleur, je trouve que on est dans la maison du développement durable, puis je dis toujours, développement durable, il y a deux composantes. On a déjà développé des échelles. Une composante qui est vraiment les comportements écologiques, le papier, puis... mais il y a un autre comportement qui est plus humain, hein, d'aider son prochain. Ça fait partie de la définition du développement durable. Et pendant les périodes caniculaires, je trouvais que ça, c'était une bonne pratique en France pour les personnes âgées d'avoir une personne ressource dans le village qui peuvent appeler. Et c'est très culturel aussi. Je ne sais pas si on pourrait le faire ici. Mais ça, je trouvais que c'était une belle réussite. Puis, tu sais, c'est du développement durable, c'est d'aider son prochain, de s'assurer qu'on va venir en aide à quelqu'un. Ça, c'était un bon exemple. Puis tout le monde le fait. C'est pas une corvée, hein, parce que quand ça devient une corvée, il y a peu de chances que ça perdure. Mais quand c'est fait avec affection, là, ça peut perdurer. OK. Oui, bien, j'ai pas d'exemple concret à grande échelle qui vient en tête, mais c'est sûr qu'au niveau de la recherche, quand on parle de ciblage au niveau des processus de changement de comportement, il y a de la recherche qui se fait au niveau des interventions puis au niveau des messages de sensibilisation. Puis bon, moi, j'ai parlé de Bamberg tantôt, qui s'intéresse notamment à la question de la mobilité durable. Il a testé différentes interventions qui ont été ciblées, cadrées, selon les étapes de changement de comportement pour essayer d'amener les gens à moins utiliser leur auto. Et les résultats sont intéressants. Là. Ça fonctionne quand on cible selon les étapes de changement de comportement. Bon, après, est-ce que c'est faisable à grande échelle et tout? Bon, il y a différentes contraintes. Puis il y a d'autres variables à prendre en compte que Bamberg n'a pas pris en compte. Là. Entre autres, au niveau, c'est ça, de la mobilité durable, c'est que le modèle de changement de comportement comme ça, c'est un changement autorégulé, c'est-à-dire qui est conscient, qui est volontaire. Puis justement, on l'a dit tantôt, des fois, il y a des comportements qu'on fait de façon automatique en zombie, entre autres l'utilisation de l'auto. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas parfait, mais les recherches sont vraiment intéressantes quand même au niveau de l'intervention en lien avec les étapes de changement de comportement. Okay. Merci. C'est vrai qu'on connaît tous des exemples d'adaptation au changement climatique qui marchent bien à petite échelle, mais comment faire le changement d'échelle vers l'échelle régionale ou provinciale, c'est là où ça devient beaucoup plus difficile. Et puis on est en train de travailler là-dessus, là, tous ensemble.
Ursule. Bonjour, Ursule Boyer-Villemer, spécialiste en adaptation, changement climatique, réduction de risque chez WSP Canada et aussi associée de recherche à l'UQAM. Donc, moi aussi, je suis en mode solution, puis j'aimerais nous amener à l'échelle organisationnelle municipale, en particulier les propos de M. Valois m'ont bien interpellée. Dans ma pratique professionnelle, on est confronté à des appels d'offres, des systèmes où c'est le client ou la municipalité qui requiert des services. Et en ce moment, je remarque qu'il n'y a pas de malus à ne pas s'adapter dans nos projets, par exemple. Donc, je pense qu'il y a une pratique, entre autres, au Nouveau-Brunswick, de laquelle on pourrait apprendre, où là, il y a une réglementation qui a été mise en place pour l'adoption de plans d'adaptation au changement climatique. Et là, bon, d'ici 2020, chaque municipalité ou territoire devra se doter d'un tel plan. Ça, c'est un bonus pour éviter certains malus, on pourrait dire. Puis je dis pas que le plan, c'est la finalité, puis c'est nécessairement la seule solution unique pour mainstreamer, je dirais, l'adaptation. Mais je pense qu'il y a une réflexion au niveau de la réglementation puis du cadre plus large institutionnel qui nous donnerait un certain coup de pouce puis un peu de levier. Parce que tant qu'il n'y aura pas une obligation réglementaire, d'une certaine manière, la motivation organisationnelle n'est pas là non plus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? Tu sais, parfois, il va y avoir des champions, que ce soit le maire ou un DG, qui vont vraiment endosser la cause puis qui vont vraiment pousser plus loin de manière altruiste ou opportuniste. Hein? Mais néanmoins, je pense qu'il y a des exceptions, puis ça, c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on peut créer cette synergie-là pour aller plus loin au niveau organisationnel? Merci. Quelqu'un a une réponse? Non, mais en fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec c'était pas une proposition, mais une remarque. S'il y a une loi, mais ce qui est vrai, c'est quand, nous, ce qu'on a observé, c'est quand les municipalités ont 5 000 habitants et moins, ils n'ont pas de ressources pour développer des plans. Donc, il faut, là, à ce moment-là, ça, c'est une barrière perçue, c'est ce qu'ils nous ont rapporté, il faut les aider. On ne peut pas les laisser aller comme ça. Là, il faut les aider. Ça, c'est vraiment, vraiment important dans ce contexte-là. Après, tu disais quoi? Non, j'ai oublié la question. J'avais une réponse, mais j'ai oublié la question. J'ai parlé des plans d'adaptation au Nouveau-Brunswick, par exemple, où c'est très dynamique. Il y a l'idée d'avoir des critères, des exigences, je dirais, que ce soit dans les évaluations environnementales ou que ce soit dans tout nouveau projet d'infrastructure municipale, par exemple, qu'il y ait une sensibilité. Ah oui, parce que sinon, ça devient un coût qu'on peut facilement tirer de côté d'intégrer des mesures d'adaptation. Oui, OK. Là, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est important de leur donner un feedback aux municipalités. Parce que souvent, on va chercher de l'information et c'est la même chose quand quelqu'un vous téléphone, Léger vous téléphone, nous sommes, puis ils veulent faire un sondage. Il n'y a personne qui veut répondre maintenant. Avant, les taux de réponse étaient de 70 %, maintenant c'est 20 parce qu'on n'a rien en retour. Bien, les municipalités, c'est la même chose. Comment les motiver, je trouve... Mais en fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient un retour. Ça, on va juste chercher de l'information puis dire, maintenant, on va vous expliquer pourquoi vous vous adaptez, pourquoi vous vous adaptez pas. Ça n'a pas d'effet, positif. Ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de leur donner un feedback, c'est-à-dire que, ils sont aperçus des fois qu'ils pensaient qu'ils ne faisaient rien en matière d'adaptation. Puis on s'est aperçu mais qu'ils en font déjà beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Donc, déjà, c'est une source de motivation. Et là, ça développe leur sentiment leur motivation se développe. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'en leur donnant un feedback, sans juger, la pire chose qu'on pourrait faire, c'est comme les écoles, de faire des classements de municipalités, de dire, voici, ça, c'est la pire chose qu'on pourrait faire. Mais ce qu'il faut faire, par contre, en tout cas, nous, on trouve que ça marche bien, c'est qu'on leur donne un feedback. On leur dit, voici des mesures adaptatives que vous devez faire. Comparativement aux municipalités de même taille, où vous vous situez. Vous ne le faites pas, mais 70 % des municipalités de même taille le font. Maintenant, ça leur revient de prendre la décision, mais au moins, il y a un feedback qu'on leur donne. Puis après, ce qu'il faut faire, par contre, là, c'est de travailler avec eux pour les aider à changer les choses. Pas travailler en parallèle, mais travailler avec eux pour essayer de développer des stratégies, des moyens pour qu'ils puissent passer à l'action. Là, il faut travailler avec eux. Fait que si je reformule, c'est de jouer sur la corde de la désirabilité sociale, comme on disait plus tôt, pour les showcaser comme étant des innovateurs, puis
Ben, il faut qu'ils soient de collaborateurs. leur montrer, ouais. Ouais, faut collaborer avec eux. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu de ça. Je vous vois trépigner, j'aimerais bien avoir une Non, réponse. non, justement, ce que je pensais, moi, dans le même contexte, c'est de dire qu'il ne faut pas arriver avec des solutions toutes faites. C'est-à-dire que ceux qui vont vraiment changer, c'est ça, il y a des meilleures pratiques, ils vont les regarder, mais chaque situation est différente. Puis malheureusement, souvent, ces gens-là le savent, sont frustrés, ils n'ont pas les moyens, donc finalement, ils font rien. C'est comme l'immobilisme, là, parce qu'ils se disent, on n'arrivera jamais. On a comme un objectif, puis on ne peut pas l'atteindre. En fait, c'est trop compliqué, puis on ne le fait pas. Donc on fait rien. Même pas on fait un petit peu, là, c'est que du coup on fait rien, et ça c'est complexe dans ce contexte-là. Ok, donc on a un peu abordé cette question intéressante. On pourra en parler plus tard, au niveau de Brunswick. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou c'est La dernière. Non, même pas une petite. Peut-être juste si vous avez un petit commentaire ou. Mais sinon, on va devoir finir. Oui, OK. André Cottenoir, météorologue depuis toujours et pour toujours. Je suis assez intéressé. C'est vraiment bien les questions qu'il y a eu. Je pense qu'on touche vraiment le point de comment passer de l'intention à l'action. On a touché le fait que depuis longtemps, on prépare bien les municipalités et qu'ils sont beaucoup plus dans l'action que les citoyens. On pourrait parler, par exemple, de l'érosion des rives sur le Saint-Laurent. Je pense que les gens ont noté que les municipalités sont bien préparées. On a aussi touché le point de vue d'intervenir auprès. Par exemple, on a donné l'exemple des ceintures de sécurité. Il y aurait d'autres exemples, les textos au volant, tout ça. Je suis quand même assez étonné qu'il n'y ait pas encore de choses similaires en ce qui a trait à changer le comportement des gens par des publicités bien ciblées comme Éduc-Alcool. On pourrait faire des choses. Et je pense que si on pense aux tornades à Gatineau au mois de septembre, là, il y a de belles images pour avertir les gens que ça se passe actuellement puis qu'il y a des comportements à changer. Mais plus que ça, si je fais l'analogie avec les cigarettiers, je ne comprends pas pourquoi, quand on regarde une émission sur les changements climatiques, souvent, il y a des publicités qui suivent qui nous vantent le mérite d'une voiture, d'un 4x4 ou d'un SUV, et que c'est très bénéfique pour l'environnement et que c'est la liberté, c'est la raison d'être. Je pense qu'on avait fait ça à une époque avec la cigarette, puis maintenant, c'est interdit. Non seulement c'est interdit, mais on ne voit plus de publicité de cigarettes. Donc, je me demande, je ne sais pas ce que vous pensez, si éventuellement, il n'y aurait pas une réglementation qui pourrait être mise en place pour forcer les constructeurs automobiles à avoir des règles pour restreindre l'utilisation de certains propos qui sont faux, et aussi finir peut-être l'annonce avec des propos qui disent que l'abus d'utilisation de ces véhicules-là est un risque pour la santé. Merci. OK, donc je pense qu'on n'a pas le temps de trop élaborer là-dessus, mais on va rajouter des autocollants sur toutes nos voitures, là, causent les changements climatiques. Voilà. Donc, merci à tout le monde qui est venu ici. Merci aussi, je pense qu'on a eu 110, c'est ça, personnes qui nous ont suivis sur Internet. Fait que, bonjour à tout le monde, et puis merci, c'est le fun. Donc, j'espère qu'on pourra refaire un événement comme ça, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens, des gens qui voulaient intervenir, qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, d'autres chercheurs qui voulaient venir, qui n'ont pas pu venir. Donc, il y a sûrement beaucoup à dire sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique et aussi de la réduction des émissions, dont on a un peu moins parlé, mais qui est tout aussi important. Fait que, sur ce, merci à la Maison du Développement Durable, merci à Ouranos, merci Warren Craig, et merci à vous tous d'être venus ici. Et on peut applaudir nos panélistes une dernière fois.